Alors après cette présentation qu'on peut qualifier d'un petit peu générale sur ce projet auquel on s'est associé, on va avoir une intervention de Anne-Françoise Stoffel d'Eurofin sur les aspects plus analytiques. Donc Anne-Françoise Stoffel est chimiste de formation, 20 ans chez Eurofin, à différentes fonctions, mais spécialiste en analyse hydrologique et maintenant en technique de développement, et par ailleurs membre du comité de normalisation ISO, CEN, AFNOR, et donc c'est les TC 4, notez bien, 444 et ISO 190. Voilà. La parole est à vous. Merci. Normalement, tout doit bien marcher. Bonjour à tous et à toutes. En effet, je représente les laboratoires Eurofins. Juste un petit peu de notion géographique. On se situe à Saverne, dans l'Alsace. Et notre laboratoire regroupé en centre de compétences analyse tout ce qui est matrice solide environnementale. Dans le but de bien... Dans le but de bien me suivre dans le fil conducteur de cette présentation, eh bien, je vous propose de faire un premier focus sur... dans l'autre sens, ok. De faire un focus, en fait, sur l'identification des PFAS pour savoir de quelle formule chimique on parle et de quelle substance on va se retrouver à être analysé. Ces polluants, on va s'interroger sur le fait qu'ils ne sont pas forcément éternels. Ensuite, on va également, à travers leur utilisation et notre exposition aux sources, s'apparenter, enfin, du moins, rechercher quelles pourraient être les typologies d'échantillons que vous allez nous confier au laboratoire. Donc, on va parler de matrices d'analyse. Ces matrices d'analyse et ces substances vont nous conduire à examiner quelle stratégie analytique les laboratoires disposent pour arriver à faire cette identification de substances perfluorées. Et évidemment, ces besoins, ces besoins en termes d'analyse vont devoir répondre à plusieurs méthodes et donc ça va faire apparaître les techniques disponibles. En conclusion, on va essayer également de focaliser sur la gestion de la contamination croisée qui peut arriver aussi bien en termes de prélèvement qu'en termes de blanc analytique au niveau du laboratoire. Donc, comment garantir à la fin des résultats fiables au niveau des analyses qui sont produites par les laboratoires. Alors, un rappel sur ces fameuses PFAS, ces substances per ou polyfluorées. En reprenant un peu, ça va être un rappel de chacune des présentations, mais il faut bien comprendre que ces PFAS sont des molécules formées d'une longue chaîne de carbone, plus ou moins longue d'ailleurs, elles peuvent être linéaires, ramifiées ou cycliques. Et on va retrouver sur chacune de ces chaînes un groupement de méthylfluor ou de méthylène. Ce méthylène peut être saturé ou complètement fluoré. À ce squelette, donc on va se retrouver avec une longue chaîne de carbone. À ce squelette s'ajoutent des groupements fonctionnels. On a parlé d'acide sulfonique, d'acide carboxylique. Et ce sont ces groupements fonctionnels qui confèrent à ces molécules des propriétés physiques, chimiques et toxicologiques distinctes. La force de cette liaison carbone-fluor, elle a un intérêt. C'est bien pour ça que ces molécules représentent un intérêt dans les applications industrielles. Cependant, pour distinguer le perfluoré du polyfluoré, on comprend en fait que la notion de chaîne saturée en fluor, c'est dans certaines formulations, dans certains PFAS, le fluor a été substitué par une liaison CH ou par une liaison oxygène, de manière à former les fameux polyfluorés alkyles. Et ce sont à partir de ces molécules plus ou moins relativement moins stables que l'on va se retrouver à envisager des mécanismes de dégradation. Alors, selon l'OCDE, on parle de plus de 4000 substances différentes de par cette existence de chaînes carbonées et de groupements fonctionnels différents. Lorsque l'on se réfère à l'EPA américain, on parle de 14 000 substances.
On va maintenant s'intéresser à la famille des polyfluorés, parce que ces familles sont également appelées des PFAS précurseurs. Et ces précurseurs, ces PFAS précurseurs, peuvent se trouver face à des contraintes et à des oxydations, peuvent se dégrader et envisager donc dans des conditions très spécifiques, des conditions d'oxydation, des conditions de changement de température. On va donc revoir se dégrader cette molécule, et cette molécule va, de par ses chemins de dégradation, se retrouver concernée par la molécule la plus stable qu'on appelle le perfluoré, le PFAS perfluoré. L'autre aspect qui également interroge en ce qui concerne les applications industrielles qui utilisent des polymères, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'existence de monomères à travers ces polymères. Ces monomères peuvent se dégrader et la production de ces polymères nécessite l'utilisation évidemment de PFAS monomères dont la toxicité est suspectée et plus forte. Alors, ces PFAS, on comprend bien, vont nous être en fait exposés à travers notre environnement de par l'approche de sources primaires. Beaucoup de produits utilisent et contiennent des PFAS, notamment les cuves à incendie, les mousses à incendie qu'on va retrouver sur certaines zones d'incendie ou certaines zones d'entraînement. Ces sources primaires vont nous permettre en fait d'envisager une exposition à travers l'ensemble des milieux, et on va ici représenter l'ensemble des matrices dans lesquelles les laboratoires vont se retrouver confrontés à extraire ces substances pour essayer de les détecter et de les identifier, parce que vous avez bien compris qu'il y a une notion de nombre de substances à identifier et de détection, de limite de détection. Alors les PFAS sont partout, mais les laboratoires en fait disposent d'une stratégie analytique et de plusieurs techniques pour faire face à ce défi lié à l'identification. Donc, la boîte à outils dont les laboratoires disposent, elle peut se répartir en 4 grandes catégories. On va d'abord avoir des techniques dites de quantification ciblée des PFAS à travers la LC-MS-MS. Cette technique d'analytique est d'une très bonne sélectivité et d'une capacité à oui, alors je le développe après, mais c'est la chromatographie liquide couplée à la masse en quadrupole. Et donc cette technique analytique permet en fait de descendre en termes de sensibilité. Une des limites, c'est la disponibilité des étalons pour pouvoir quantifier chacun des paramètres individuellement. Couplé à cette technique-là, puisqu'on a parlé de PFAS précurseurs, on va tenter de réaliser des oxydations forcées, telles qu'ils se passent à travers les chemins de dégradation que je vous ai expliqué auparavant. Et à travers cette pré-étape d'oxydation, on va soumettre l'échantillon aux conditions d'oxydation forcée pour se retrouver capable de dégrader le PFAS instable, celui qui a une liaison un peu plus faible représentée par une liaison CH, pour qu'il se transforme en PFAS radicaux ou PFAS perfluorés. Et ça, on applique la méthode du top essai combinée à la technique analytique de la LC-MS-MS pour se retrouver capable d'analyser les mêmes PFAS sur la base d'étalons disponibles. On descend dans le nombre de techniques analytiques et on se trouve dans le besoin d'aller établir un bilan fluoré de notre échantillon. Ce bilan fluoré s'évalue à travers le TOF, excusez-moi, le total organique fluorine. Et ce total organique fluorine va, selon la technique que l'on va y mettre pour aller chercher à doser et à mesurer le fluor organique, se retrouver à travers 2 paramètres, l'AOF pour les liquides, pour Adsorbable Organic Fluorine, ou l'EOF pour toutes les autres matrices, Extractable Organic Fluorine. J'y reviendrai auparavant. Cette technique, en fait, est un paramètre indiciaire. On ne va pas du tout être du même niveau en termes de sensibilité analytique, puisqu'on va rester sur un total fluor qui va nécessiter la maîtrise des blancs analytiques. Enfin, il y a également d'autres techniques qu'on appelle non ciblées, où le paradigme de l'analyse change. Il s'agit en fait de faire passer l'échantillon à travers un screening
pour lequel on va comparer dans la base de données bibliographiques dont on dispose les recoupements en termes de PFAS présents, non-targeted ou suspectés. Là, cette technique analytique est aujourd'hui limitée aux données bibliographiques et elle n'est pas facilement transposable dans les laboratoires de routine puisque les méthodologies ne sont pas à ce jour harmonisées. Ça reste de l'analyse d'expertise. Il ne faut pas non plus oublier les techniques d'analyse nucléaire qui se basent sur le fait que le fluor est un monoisotopique et qu'il émet des rayons gamma, qui peuvent être lus par détecteurs spécifiques. Néanmoins, toutes ces techniques d'analyse restent avec des limites de quantification relativement élevées et restent au niveau de la normalisation pas encore harmonisées. Ces méthodes ne sont à ce jour pas suffisamment harmonisées. Une autre façon de concevoir la réponse analytique, c'est de reconsidérer la molécule à laquelle on s'intéresse, à savoir le fluor. Ce fluor se répartit en deux grandes catégories, le fluor inorganique et le fluor organique. Donc ça, je suis en train de vous décrire la diapositive de la partie de la substance. Dans la partie fluor organique, on a vu que certains pesticides sont également constitués, ou de résidus médicamenteux, sont également constitués de fluor. Notre famille des PFAS se retrouve ici, et plus on va en face mettre la technique de pointe, à savoir les techniques de quantification ciblée, plus on va être en mesure d'aller identifier individuellement les molécules qui sont soit soumises à des réglementations, soit ayant des valeurs de seuil de toxicité. Donc, on va focaliser dans un premier temps sur cette première partie de technique analytique, à savoir la quantification ciblée des PFAS. Alors, comme je vous disais, la détection des PFAS pose plusieurs défis, notamment en raison de la diversité des composés, on l'a vu, mais aussi à travers le fait qu'il faut être capable de détecter des faibles concentrations dans plusieurs matrices environnementales. Et ce sont les méthodes chromatographiques, donc cette fameuse méthode chromatographique en phase liquide couplée à un détecteur de masse en tandem, la fameuse LC-MS-MS, qui va remplir ces deux objectifs qui sont, un, de détecter à des niveaux de traces le PFAS et surtout de l'identifier. J'ai ici résumé ce qui se passe au niveau d'un flux d'échantillons depuis sa prise d'essai jusqu'à sa préparation pour être passé sur la troisième étape à travers la chaîne analytique que représente la LC-MS-MS. Certaines familles de PFAS nécessitent de changer de technique. Ce n'est pas tous les PFAS ne sont pas analysables en LC-MS-MS. De par leurs propriétés, certains, on arrive à mieux les identifier à travers la JC-MS-MS. Néanmoins, l'étape importante dans les méthodes analytiques, c'est l'étape d'extraction. L'étape d'extraction consiste pour un liquide à extraire la substance PFAS sur un charbon actif, c'est ce qu'on appelle l'extraction SPE. Et de cette extraction, on va la concentrer pour l'injecter dans le milieu, dans la chaîne analytique. En revanche, lorsqu'on se trouve face à un solide, le solide, on va le confronter à une agitation et on va faire une extraction solide-liquide. Et cette extraction va être ensuite purifiée de la même manière sur une phase SPE, mais on voit cette partie-là comme étant une étape de purification, c'est-à-dire enlever toute la matrice interférente de notre échantillon complexe au départ, pour être après concentré pour lancer l'analyse en extrait dans l'ensemble de la chaîne analytique. Les défis de ce screening en méthode analytique, ce sont de garantir les blancs analytiques. Le blanc analytique, les enjeux sont à ce niveau-là aussi, puisque les appareils et les équipements ont été construits avec des polymères de type PVDF ou du Buiton. Donc, l'ensemble des équipements a dû être revu de manière à caractériser correctement ce screening de PFAS. C'est un enjeu au niveau du laboratoire, mais également le suivi du rendement d'extraction. Le rendement d'extraction, c'est une étape très importante pour être en mesure d'être sûr de caractériser et de garantir la concentration du PFAS qu'on appelle le PFOA ou le PFOS. Et là, la complexité des matrices va en fait renforcer cette difficulté technologique et technique.
On va passer maintenant sur la partie top essai qui reste une quantification ciblée. Si vous avez bien compris la technique d'analyse d'un échantillon en LCMS-MS, là, on va en faire deux analyses. On va prendre l'échantillon en première approche sur la même technique qu'auparavant. On va le lancer sans y toucher, une analyse après extraction, évidemment, en LCMS-MS. Et ce même échantillon va être réanalysé après avoir été soumis à une étape d'oxydation, telle qui pourrait se passer dans le fameux chemin de dégradation du précurseur PFAS qui aurait été soumis à des conditions extrêmes, soit de température, même de processus biologiques. On a beaucoup de publications aujourd'hui sur le 6,2 FTS qui représentent en fait la substitution du PFOA. Et du coup, ce 6,2 FTS, une fois qu'on l'a soumis à une oxydation forcée, va se retrouver, on va analyser cet échantillon après cette oxydation et on va voir des PFAS à chaîne courte en termes de concentration évoluer et augmenter dans l'échantillon. Ça veut donc dire qu'en fait, par rapport à notre échantillon de départ, la part de PFAS inconnue, qu'on n'était pas capable de mesurer par rapport au PFAS ciblé, va se trouver va être reconnue à travers post-oxydation top essai. Néanmoins, là encore, les enjeux techniques sont connus. L'étape est difficilement applicable aux matrices complexes. On n'est pas sûr, en clair, que l'oxydation soit totale. Et donc, du coup, on n'est pas sûr non plus de quantifier la totalité des précurseurs en termes de finalisation en PFCA, premier enjeu. Et l'absence de méthode harmonisée, aujourd'hui, plusieurs publications remontent la manière de faire cette oxydation forcée. Cette étape-là introduit une variation supplémentaire dans la détermination de ces PFAS individuels. Alors, maintenant, reprenons de nouveau ma slide qui représente la molécule de fluor pour nous intéresser aux méthodes non ciblées, à savoir l'approche d'un bilan fluor, puisque on a bien compris que les 4000 molécules, selon la définition de l'OCDE, voire les 15 000 au niveau américain, ne seront pas aujourd'hui, en termes de capacité, les laboratoires ne seront pas en mesure de vous fournir un bilan de chaque PFAS individuel. La réflexion qui est aujourd'hui menée, elle est sur ce fameux fluor organique total, dont les techniques analytiques reposent sur deux principaux équipements. Le premier, c'est de se dire, par abus de langage, souvent, on a associé le TOF à un TF, le TF étant de dire, je vais essayer d'analyser par une combustion couplée à une chaîne chromatographique la totalité de mon échantillon à travers un fluor inorganique plus un fluor organique. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on va essayer de quantifier un TOF, ce n'est absolument pas une mesure directe, c'est une mesure indirecte pour laquelle on va avoir une mesure de TF, puis après une mesure de TIF, donc de fluor inorganique. Cependant, ce fluor inorganique, pour pouvoir réussir à le faire, soit on va éliminer la matière organique, qui va apporter toute la partie fluor organique, ou on va le mettre en contact pour que le fluor qui est soluble passe dans la partie immergée, dans la mise en contact du solide qu'on va réussir à libérer en termes de TIF, puis en termes de TIF, puis après une détermination par potentiométrie. Cette approche, en fait, a ses limites également, puisqu'on reste sur des quantifications de l'ordre du milligramme, ce qui veut dire par là qu'on va avoir besoin d'aller de manière plus précise, chercher ce qui est vraiment le fluor organique issu de la substance PFAS. Cette substance PFAS, on s'est posé la question, à partir du moment où elle était capable de s'absorber sur un charbon actif, on allait pouvoir introduire ce charbon actif dans le couplage CIC. De la même manière, c'est une hydropyrolyse. On soumet l'échantillon à une combustion suivie d'une hydropyrolyse pour capter les ions fluorure et derrière quantifier donc, le fluor issu d'une absorption caractéristique des PFAS. La deuxième approche est l'EOF. L'EOF, on se base sur les extractions ciblées telles qu'on peut se faire sur les matrices solides en LCMS-MS. Et c'est cet extrait que l'on va brûler
on voit qu'on va passer sur la chaîne analytique de la CIC pour être en mesure d'identifier tout le fluor organique issu d'un PFAS dans une matrice donnée. Là encore, les enjeux sont forts puisque l'AOF, on va rentrer en sélectivité en termes de méthode puisque l'élimination du fluor inorganique dans le liquide, puisque l'AOF est réservé à un liquide qu'on fait passer sur un charbon actif, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est les matières en suspension de votre échantillon. Plus un liquide est chargé, on a parlé de lixivia, on a parlé de jus de soupe industrielle agroalimentaire, cette technique, elle est à ses limites lorsque l'échantillon est fortement chargé en matière en suspension. Et enfin, beaucoup de publications s'interrogent aussi sur la sélectivité du charbon actif, puisque ce charbon actif peut laisser passer les substances, les ultra short chain PFAS, qui sont l'enjeu de demain pour caractériser un total de fluor. Enfin, l'EOF aura ces mêmes enjeux, les mêmes enjeux techniques. Néanmoins, le cible, ou du moins les perspectives de réussir à combiner cette extraction pour en représenter le fluor organique, il y a des pistes intéressantes. Un mot sur la partie gestion de la contamination croisée qui peut provenir maintenant de la partie échantillonnage. Vous l'avez donc tous compris, compte tenu de l'utilisation massive des PFAS dans les biens de consommation et de leur présence ubiquitée dans l'environnement, ils sont partout. Ils sont partout, donc ils sont également dans les équipements de prélèvement, dans les ports de pays, dans le matériel d'échantillonnage. Donc une précaution à faire lorsqu'on demande et on soumet à analyse les échantillons, c'est de s'interdire d'utiliser tout support ou tout matériau contenant du fluor. Premier point. Deuxièmement, il y a une réflexion à faire sur les respects des règles de nettoyage. Pas de port de gants en nitrile ou en substance polymère de plastique. Ensuite, il y a également une notion de démarche qualité par rapport à la pratique de l'échantillonnage. Lorsque l'on est amené à faire des échantillons de longue série, on dispose de blancs de prélèvement, où on met en évidence des blancs de prélèvement durant la période d'échantillonnage. Ce blanc d'échantillonnage, on le soumet à analyse comme étant représentant du milieu ambiant dans lequel on a réalisé le prélèvement. Et enfin, lorsqu'on se retrouve avec des zones pour lesquelles on va essayer d'en tirer des conclusions, on se pose aussi la question du témoin du champ de pollution. Tout ceci nous amène aussi à considérer, en termes d'hétérogénéité, le fait que plusieurs échantillonnage d'échantillonnage de l'eau d'échantillon va peut-être être intéressant parce qu'on va avoir une hétérogénéité de la matrice, ou en tout cas pas suffisamment représentative du stock ou de la décharge que l'on veut être amené à analyser. Pour conclure, je voulais dire que les PFAS étaient partout, que la prise de conscience est en train d'évoluer et que la réglementation est émergente et va rapidement également se mettre en place. C'est pourquoi, en fait, des guides de méthodologie de prélèvement vont commencer à être publiés. Et on a, évidemment, de manière à rendre des conclusions et des résultats fiables, un besoin de méthodes harmonisées pour les résultats en concentration de PFAS individuels. Cette démarche est en cours. Dans l'ensemble des comités de normalisation, les actions sont déjà entreprises. On a vu émerger dès 2024 la norme NFEN 17892 de la qualité de l'eau pour le dosage de 24 substances PFAS individuelles, ce qui permet aux laboratoires d'être tous sur la même méthode analytique issue d'un consensus et d'une robustesse en termes de méthodologie. Ensuite, on a vu là, sur la fin d'année, émettre la transposition de l'OTM 45. Il s'agit de la XPX 43126 pour les rejets atmosphériques qui vont être contrôlés dès l'année 2025. Et la petite norme qui suit, c'est le projet de norme européen sur les matrices solides. Celle-ci va s'appeler la NFEN ISO 25652. C'est pas encore publié parce que les projets sont toujours en cours d'enquête probatoire, mais tout cela démontre bien que le mécanisme de démarche de méthode d'analyse est en route, et on s'appuie également pour le total PFAS, le total fluor, sur les normes existantes, la NFEN 17813 sur les matrices déchets, et sur la OF, la matrice eau. Et de la même manière, pour les OF, il y a un New Working Project. En conclusion, que peut-on dire ?
Les laboratoires, on est conscient de l'enjeu qu'on va représenter pour la partie quantification des PFAS dans l'environnement. Il nous faut produire des résultats qui soient fiables, conformément à des méthodes robustes, qui sont reconnues et validées. Et évidemment, tout cela pour répondre aux enjeux de la réglementation et de la surveillance des produits. Voilà, je vous remercie. Les questions suivront, j'imagine. Bonne continuation.